faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 16 mai. On est sur la toute fin de ces demi-finales de conférence et je suis avec Jacques Monclar, bien sûr. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. On attaque avec le match qui s'est joué cette nuit et le Game 7 du coup qui aura lieu dimanche soir entre Denver et Oklahoma City. Denver qui n'a pas voulu mourir cette nuit devant son public. Très très bon match de la bande à Nikola Jokic face à un Thunder que pour ma part je trouve de plus en plus décevant dans ces playoffs, en tout cas dans cette série. Je te rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais demandé un petit pronostic sur Denver OKC. Tu m'avais dit le Thunder ils doivent passer 4-1. Ouais. Ça sera au mieux 4-3. Moi, je vais te dire, je suis même déçu du Thunder depuis les 2 matchs à Memphis. Et depuis le début de la série, certes, il y a des perfs par moment de l'un ou de l'autre, mais jamais ensemble. Jalen Williams a fait un gros match et il pioche en poste 3. Je suis toujours pas convaincu de l'utilisation des 2 big men comme d'une grande utilité en décalant Jalen Williams, qui c'est vrai, est un couteau suisse, mais quand même beaucoup plus efficace au poste 4 qu'au poste 3. Voilà, quant à Shea, après un début de série où il mettait pas dedans du tout, il faisait même des écarts, et il souffre de la comparaison avec Jamal Murray pour l'instant, dans l'impact sur son équipe, dans les fins de match, dans tout ça. Shea, c'est son match, le match 7. C'est son match. Hartenstein, Holmgren, que j'ai trouvé bon en première mi-temps, mais qui après s'est quand même fait donner une leçon d'appui et de mouvement de pivot en bas par le Joker, qui quand même a fait 9 sur 14 au tir, c'est un gros pourcentage, et qui a été monumental, voilà. Mais ok, ici, Caruso est fantastique, heureusement. Wallace, Wiggins, c'est sur l'alternative, et Joe, pareil. Oui, on a de quoi être un peu déçu du rendement du Thunder pour l'instant. 68 victoires en saison régulière, le deuxième meilleur net rating de l'histoire. Oui, c'était qui le premier ? Les Bulls. Ah bon ? Mais j'ai plus l'année, je crois que c'est de l'histoire. De l'histoire, okay. de l'histoire. Je crois que c'est les Bulls 96. Oui, enfin, quand ou quelque chose comme ça. On le dit. Non, mais tu vois, c'est un truc historique, mais c'est aussi au démarrage de cette saison, c'était l'équipe la plus jeune en NBA. Et je ne sais pas s'il y a que l'inexpérience, mais il y a aussi, on sent que c'est une équipe qui manque de, j'ai pas de vécu commun, mais je sais pas, ils sont peut-être un peu trop jeunes pour aller battre les Nuggets. Quand même, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Oui, mais ils sont très très jeunes. Oui, d'accord, mais la jeunesse, alors je vais peut-être être un peu dur, il n'y a pas de joueurs différents hormis 2-3. Oui, bien sûr, par rapport à la saison dernière. Et ce sont ces joueurs-là qui jaillissent, qui apparaissent en play-off. Le contre-exemple, je le répète, d'OKC, c'est Jamal Murray, qui fait une saison moyenne, régulière très moyenne, et qui s'éclate depuis qu'ils sont en play-off. Denver est habitué au combat. Ils sont passés en 7 contre les Clippers. Ils se retrouvent en 7 contre la meilleure équipe de la Ligue, qui a gagné 68 matchs. On va juste rappeler qu'il y en a une qui en avait gagné 64 qui s'est fait foutre dehors. Il y en a même une qui en a gagné 72 une année et qui n'a pas gagné le titre non plus. Oui, c'est encore différent. 73, pardon, bien sûr. 73. Ouais, les 72, j'étais toujours sur les Bulls. C'est encore différent quand tu as gagné ta conférence et que tu perds en finale. Même si c'était une vraie douleur pour les Warriors, puis ils menaient 3-1. Mais cette série-là, je veux dire, on n'a pas enlevé un joueur à OKC. Au match 5, Draymond Green avait été blessé. Je veux dire, non, mais ils n'ont pas de blessure. Ils peuvent compter sur tout le monde, contrairement à d'autres franchises pendant cette série. Les équipes qui ont dominé la saison régulière ne dominent pas les playoffs. C'est la leçon qu'on peut en tirer. À l'Ouest, OKC est en match 7 contre le 4e. Houston est déjà dehors et les Lakers sont déjà dehors au premier tour. Donc ça veut bien dire que tout ce qu'on a raconté, ils avaient tous gagné entre 48 et 51 matchs. Donc c'était qu'on soit 7e ou 3e, 2e, ça voulait dire que dalle. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce Thunder... Moi je suis content de l'avoir dit en temps et heure, puisque c'est vrai. Le classement, ils ont fait 3e pour les Lakers, ils ont fait 2e pour les Rockets. Ouais les gars, mais... des deuxièmes, mais... Il n'y a pas un énorme écart. Mais non. Mais pour en revenir sur le Thunder, est-ce que tu ne trouves pas aussi que c'est une équipe
je sais pas, un peu trop gentil. Il y a pas vraiment on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai taulier dans cette équipe. C'est pas la nature de Shea. C'est pas la nature de Shea. Il y a que Caruso, je trouve, qui a ce côté un peu guerrier. Et qui Sinon, connaît, t'as l'impression que qui connaît la route jusqu'au titre. Ouais, mais le reste, c'est un peu tous des gentils garçons. Des gentils garçons, et puis aussi, quand ils font 3 fautes, en première mi-temps, il faut les sortir. Je suis désolé d'attaquer frontalement le coaching staff. Marc Daigneault, ouais. Parce que Marc Daigneault, oui, mais enfin, il y a quand même un mec qui peut lui dire à côté. Oui, il y en a beaucoup, même avec lui, qui est dans le staff. On parle souvent des coachs, mais il y a beaucoup d'assistants dans le staff NBA. Ça va, qu'on ne prend pas le risque de laisser un joueur comme Shea, avec 3 fautes, qui va prendre la 4e. On a vu avec Brunson que les fautes peuvent déstabiliser une équipe si elles sont portées sur le franchise player. New York comme OKC, ils sont avec un meneur, un franchise player. Non, tu peux pas prendre le risque de le laisser à 4 fautes en première mi-temps, qu'ils prennent 4 fautes en première mi-temps. C'est pas possible. Du coup, moi je trouve qu'il y a un joueur qui est vraiment décevant, on en a un peu parlé dans cette série, c'est du côté du Thunder, Jalen Williams, qui a que un match à plus de 20 points sur toute la série. À 34 ou 38. Ouais, 32 ou 32. 32 lors du Game 2, et c'est le match où ils perdent en prolongation. Ouais. C'est un joueur qui, encore cette nuit, qui a pas mal déchiré. Moi, personnellement, j'avais des interrogations sur Jalen Williams, malgré son statut de All-Star, parce que la saison dernière, déjà en playoff, ça n'avait pas été ça. Et là, de nouveau, c'est pas vraiment le numéro 2 attendu pour soutenir Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que le fait de ne pas jouer son poste naturel, qui est le poste 4, et qu'en 3, c'est pas un shooter assez régulier et efficace, il s'y retrouve pas. Je suis pas convaincu par l'utilisation des 2 grands, moi, en même temps au départ. Mais à Denver, c'est aussi un peu adapté, parce que ce qui a marché au début sur Jokic, c'est-à-dire avoir toujours Hartenstein collé à lui et Holmgren sur le second rideau, ça fonctionne beaucoup moins maintenant. Eh ben oui, ça fonctionne beaucoup moins. Et celui qui s'éclate, on verra s'il n'est pas trop blessé, pas trop handicapé, c'est Aaron Gordon. Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer dans toutes ces séries de playoffs l'importance du poste 4. Randle, trop fort sur la série contre malgré la présence de Dre Green, tout ça, contre les Warriors. Très fort. Karl Anthony Towns, avec les Knicks, il joue 4 très souvent, et il est efficace. Et tu peux les prendre par toutes les équipes. Siakam. Pascal Siakam, qui règne sur le poste, et en plus avec comme backup un pétard ambulant certes, mais un bon joueur qui est Obi Toppin, notre fameux top 10. Je pensais Jalen Williams, il me paraît plus à même de défendre Gordon que ce que fait Chet Holmgren. Oui, t'as pas tort, ouais, bien sûr. Donc il n'est pas tout à fait à sa place. Il prend beaucoup de shoot externes et il fait 3-16 hier en mettant de lay-up sur les tout ça. Il a pas mis un panier. Je suis un peu déçu de Wiggins, Wallace, Joe en sortie de banc. Je suis un peu déçu. C'est des role-players qui avaient un énorme impact en saison régulière, et qui l'ont beaucoup moins en play. Après, c'est une question aussi de lâcher le ballon. On regarde Boston au moment où ils perdent Jason Tatum, Jalen Brown, il prend une autre dimension. Derrick White a plus de tickets de shoot, a mis dedans. Sam Hauser, Pritchard, ils ont mis des paniers. Boston est la seule équipe qui peut perdre un joueur majeur ou son joueur majeur, parce qu'avec Jalen Brown, il faudra m'expliquer quand même, qui est le leader entre les deux, même si sur la saison régulière, il n'y a pas de match. En play-off, chaque année, on se rend compte que c'est le numéro 7 qui porte un peu beaucoup de choses, on va dire. Pas sur le match où il se blesse, en tout cas. Sur le match où Tatum se blesse, c'est lui le patron sur le terrain. Bien sûr que c'est le patron sur le terrain. Mais est-ce que c'est le leader ? Je sais pas. Peut-être un peu moins. En tout cas, ils se partagent les rôles, mais le leader offensif, le premier créateur, pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, c'était Jason Tatum. Le meilleur joueur de l'équipe, je n'irai pas jusque-là. Première option, oui. Première option. Et après, je vais finir avec ces équipes-là, qui sont attendues plus haut que ce qu'ils nous proposent. Oklahoma, Boston, même sans JT, ils ont encore une équipe pour aller au bout. Il faudrait que Porzingis redevienne lui-même, il y a 2-3 choses à faire. C'est là où on va voir les coachs. C'est là où on verra Joe Mazzulla. C'est là où on va voir coach Daigneault ou Daigneault pour nous. Ce sont dans ces moments-là, Chris Finch
a donné une leçon de coaching dans l'établissement de son plan, en plus sans Steph Curry. Parce que eux, pour le coup, les Warriors, c'est pas Boston. Tu leur enlèves leur meilleur joueur, on circule. Je pense que t'enlèves Shea à OKC, on circule. Je pense que si t'enlèves Anthony Edwards aux Wolves, on circule. Un autre poste 4 en chaleur, Julius Randle, hein. Quand même. Tu l'as dit au début. T'en as Je l'ai parlé, dit. t'en as parlé au Mais début. j'en oublie un. Attends, on a fait Indiana, on a Siakam. fait Siakam, Randle, Towns, du coup pas de Jalen Williams, Eh non. Aaron Gordon, avec un peu moins d'impact quand même. Quand même, mais ne serait-ce que le panier au buzzer. Oui, non, sur l'ensemble des playoffs, oui. Je parlais de la. Chet Holmgren n'est pas dans cette. Même si c'est un excellent joueur, Chet Holmgren. Mais trop tendre mais je pour le verrais l'instant. plus bien équipé autour de lui. Et j'adore Hartenstein. Mais je le verrais plus, Chet Holmgren, à la limite, en sortie de banc. Il peut jouer en 4 et en 5, donc t'es plus fort, et attaquer avec Hartenstein, J. Will. Mais bon, ils font bien Marc Daigneault, hein. Il fait bien ce qu'il veut, hein. Voilà. Après, compliqué pour lui de changer, comme tu dis, son Parce fusil qu'on d'épaule met- sur un Game 7. Parce qu'on met, alors peut-être pas sans ce match, mais parce qu'on met le 5 majeur. Tu sais ce que j'en pense. Pour moi, ça, c'est une appellation de daube. Il y a un 5 de starter. 5 de départ. Et le 5 qui compte le plus, on le sait, dans les matchs serrés, c'est le 5 qui finit, hein. Bien sûr, pas dans le garbage time, quand il y a 25 pions, mais c'est le 5 qui finit. Et je trouve que les ajustements aussi défensifs des uns et des autres, les lectures qui doivent être faites, là, l'expérience d'un Caruso, elle tient. Là, des joueurs comme Conley savent lire les trucs. Là, Derrick White, il sait se placer différemment, puisqu'il n'y a pas de Jason Tatum. Jaylen Brown, il est capable d'assumer. Il y aura peut-être du déchet ce soir au Garden. Jason Tatum faisait un match divin, mais bon, il n'y a pas que lui qui s'est blessé, quoi. Je veux dire, ça arrive. Après, on va lui souhaiter le meilleur rétablissement possible. Parce qu'un tendon d'Achille, à mon avis, c'est la saison, au moins la saison régulière qui est out. Pour la saison prochaine. Oui. Oh, c'est 1 an le tendon d'Achille, non? Oui, Tu vois, un an. Ouais, non, mais du coup, il n'y a pas de On- playoff non plus. Pour moi, il ne joue pas la saison prochaine. Hein, Oui, Tatum. il y a un an en NBA, c'est sur des grands gabarits. On verra, il est jeune, il est très jeune encore, donc il peut peut-être récupérer un peu plus vite. Et en plus, je pense qu'à Boston cet été, il peut y avoir des grands travaux. Justement, avant de finir un peu là sur les Knicks et les Celtics, là, on se concentre un peu sur Boston, une équipe à 500 millions de dollars l'an prochain, dont 280 de luxury tax, qui vient d'avoir des nouveaux propriétaires qui seront peut-être pas aussi enclins à payer que les précédents. Enfin, on va surtout dire que les précédents propriétaires ont vendu l'équipe au bon moment, parce qu'il y a un moment où la facture elle va arriver, ça va faire très très cher. Et quels que soient les playoffs cette saison, il faudra peut-être trader ou se séparer de certains vétérans ou de gros contrats à Boston la saison prochaine. Alors, c'est une équipe construite, ou Horford, ou Porzingis, et peut-être même 2 sur 3. Ou Jaylen Brown, ou Jason Tatum. Quand on part dans Ils vont pas lâcher Jason Tatum. Non, mais je veux dire, elle coûte très cher, cette équipe. Elle a eu un titre. Elle aurait dû faire 3 finales NBA de suite et gagner au moins 2 ou 3 titres. Les échecs contre Miami, contre les Warriors ont été douloureux. Miami, donc en finale de conférence, en étant revenu de 0-3 à 3-3 et en perdant chez eux. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en fin de cycle? Est-ce que il est intelligent de construire une équipe où 5 mecs qui sont JB, JT, KP, donc Brown, Tatum, Porzingis, Holiday et White, même si White, il prend, entre guillemets, que 18,8 millions. Et tu as une masse salariale après qui est... Il y a 5 mecs qui sont payés. Est-ce que c'est pas mieux d'en avoir 7-8? Peut-être un peu moins. Et donc, en faire péter un sur un gros contrat. Enlever un des 2 gros. Et si jamais il venait à gagner ce soir à New York, et qu'il se qualifie le lundi, après, ça ferait réfléchir tout le monde. Ouais, tout est possible. Ça ferait réfléchir tout le monde. Oui, mais t'es bloqué, alors, on peut pas trader un joueur qui est blessé. Oui, et tu vas pas trader Jaylen Brown. Si Boston passe ce soir et va en finale de conférence, même si tu te fais éliminer par les Pacers, tu décides pas de trader Jaylen Brown cet été quand même. Ça paraît inconcevable. Mais il y a beaucoup de choses qui se produisent dans NBA récemment. Ça dépend qui est en face. Oui, ça dépend qui est en face, c'est vrai. Mais ça me paraît très bizarre. Par contre, un départ de Jrue Holiday est beaucoup plus probable. Oui, ou de Horford. Il faudra qu'il... Alors Horford, il leur coûte que dalle.
Mais rien du tout. Ouais, c'est vrai. C'est un bonheur pour eux d'avoir Horford. Faut qu'ils réfléchissent à ça. Drew Holiday, ok, mais qu'ils trouvent un mec qui défende aussi bien. Porzingis et Drew Holiday, ça joue pas assez de matchs pour cette année, Drew Holiday. Oui, cette année. Oui, mais il commence tout le temps. Il rajeunit pas, Drew Holiday. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Mais il faut trouver l'équivalent. Ouais. Ça ressemble à un Caruso, enfin des joueurs peu comme ça, là, qui savent tout faire et défendre, mais je sais pas, Brad Stevens, là, ça doit être tempête sous un crâne pour lui, le GM ou le directeur des opérations basket de Boston, le Dob. Voilà, non mais Alors Jason Tatum, il était en train de faire un match de bonhomme quand il tombe sur le terrain, comme on a vu tomber Kevin Durant, comme on a vu tomber Kobe, comme on a vu... Voilà, c'est fait partie de... L'avantage, c'est que tu le disais, il est plutôt jeune, et que la différence de Damian Lillard, encore très récemment, lui devrait revenir. Après, on ne sait jamais comment un joueur revient. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver 100% de ses capacités? Kevin Durant est revenu au top après sa blessure. Clay n'a pas fait aussi le tendon, lui. Charles Barkley, je ne sais plus. Non, Klay Thompson. Klay Thompson. Oui, bah lui, justement, ça là, cette année, il a quand même fourni, mais si tu mets du temps, hein. Ouais. Non, on dit un an, mais... Avant qu'il retrouve son vrai niveau, ce sera déjà c'est peut-être la saison un an et demi, 2 ans. 2026-27, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un coup terrible pour la franchise, dans une franchise, je le répète, qui est construite sur 5 gros salaires. C'est même presque 4, parce que je répète, Derrick White a son tarif, c'est une bonne affaire. Le petit Pritchard, c'est une super affaire. Est-ce qu'ils ont intérêt à bouger ces gens-là? Luke Cornette, c'est que du bonheur pour eux. Sam Hauser, c'est une bonne affaire. Ils ont le chez Yerman, ils ont Tillman, et ils en ont un autre que j'oublie toujours, le chauve, là, qui... Ah oui, j'ai plus son nom, celui qui ressemble à un héros Marvel. tu vois de qui je parle avec les épées, là, j'ai plus son nom aussi. Bref, je suis fatigué. Il joue pas souvent non plus. Non, mais il a un effectif de 4 gros salaires et des role-players vraiment pas payés beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si les Knicks gagnent cette nuit? Ils seront qualifiés, il n'y aura pas de match 7. Le Game 6, c'est ce vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin, avec peut-être celui qui est actuellement le meilleur joueur sur ces playoffs, Jalen Brunson. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette affirmation? Non, je le donne à Anthony Edwards. Ah ouais, ok. Ok. Je suis Alors, sur Brunson. Il est pas loin derrière, hein, Jalen Brunson. On a vu qu'il a son importance quand il est touché par les fautes et dans un contexte où quand il est accroché, il retouche derrière. Bref, il n'est pas toujours à arbitrer. Il n'est pas simple à arbitrer. Mais il est fantastique. Anthony Edwards et lui, pour moi, sont les deux joueurs, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, qui ont dominé pour l'instant les débats. Je mettrais un compliment quand même assez important à Pascal Siakam dans sa régularité. Encore à son poste, il fait pleurer tout le monde. Hein. Et ce qu'ils ont réussi à faire, d'éliminer Cleveland, on peut me dire Garland blessé, on peut me dire Donovan Mitchell passe jamais le 2e tour, on peut me dire tout ça. Moi, je donne ce qui est vrai. Je donne l'histoire du virus, Mobley absent, enfin bon, ils ont eu quand même 2-3 choses, mais la claque qu'ils ont pris, je donne beaucoup de crédit à la manière de jouer d'Indiana, et dans ces playoffs, un peu à l'image de Jamal Murray, il y en a un qui fait surface, et qui est bien meilleur qu'en saison régulière, c'est Tyrese Haliburton. Nembhard qui confirme que c'est un joueur hyper solide, que Turner, il fait le métier. Voilà, Nesmith, c'est très bon. Ils ont de la longueur de banc, ils ont même s'il est un peu bizarre, on va dire, le dénommé Mathurin, il y a des joueurs, Toppin qui sort du banc, c'est quand même toujours de l'accélération. Les petits passages de Thomas Bryant sont bons. Ils sont bons. Eric Carlisle a super bien préparé son coup. Et j'en parle jamais, mais je vais le citer. TJ McConnell, c'est quand même un des tout meilleurs backup meneurs de la Ligue. Voilà. Moi, j'aime bien. Si tu veux, aujourd'hui, là, en tête, je me dis ça va se finir avec une finale Indiana-Minnesota. Oui, j'y pense aussi, oui. Moi, je vois vraiment Minnesota aller au bout, maintenant. Depuis une bonne semaine, je me dis que c'est pour eux. Mais si c'est Denver, ils ont une chance extraordinaire. Les Wolves.
les Wolves. Si même après, je disais aussi que Denver allait perdre contre les Clippers. Ils n'ont pas perdu, même s'il y a eu un moment où on pouvait prendre qu'ils allaient se faire dominer. Ils ont trouvé, le Joker est absolument fantastique, hein, fantastique. Jamal Murray a élevé son niveau. Là, on verra si Gordon doit partager un peu de temps de jeu, comment sera Peyton Watson, qui est toujours un peu une incertitude. Mais bon, c'est cool, quoi. On a du spectacle, on a des choses sympas, on a de l'incertitude, là. Par contre, au Garden, ce soir, ça va être mignon, hein. Ça va être Je mignon. pense qu'il y aura une belle ambiance. Là, il n'y aura pas beaucoup de places vendues aux tour opérateurs qui font visiter la ville, hein, puisqu'on sait que maintenant, aller au Garden, c'est devenu un passage obligé des touristes. C'est un peu... Bon, et pas que et des stars aussi. Ouais, mais ça, il y a des clubs qui naissent avec des stars. Oui, regarde le PSG, au départ de la fondation du PSG, qu'il y a dans les gens qui signent le papier pour le PSG. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Donc, si tu veux que des artistes viennent là, il y a une forme de continuité. New York a toujours été le Garden, et pas que pour le basket, il a été plus marqué par Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Il a été marqué par des combats de boxe, il a été marqué par le hockey, il est marqué par le cirque Barnum, et bien sûr par les Knicks. Mais les Knicks, c'est une franchise qui est à la fois adorable, mais qui a un palmarès 3 titres. 2. 70-73. Tu leur rajoutes, rajoutes celui de cette année, peut-être ouais, déjà. Ouais, voilà, j'ai déjà rajouté. Non, ça fait 52 ans qu'ils n'ont pas été titrés. Je considérais comme un titre 99. Ils étaient 8e, ils avaient fait un truc incroyable pour arriver. Même si c'est la saison avec une astérisque. 2 titres en plus de 50 ans. Tu rigoles. Mais les Knicks, là, on est d'accord que ce soir, il faut impérativement le gagner, parce que si tu repars sur un match 7 au Garden, ça va un peu trembler des chevilles quand même, non ? Il faut finir le job ce soir pour New York. Tu vas me dire, on peut gagner un match 7 à l'extérieur. Je suis d'accord, mais là, si tu peux pas laisser ça à Boston. Boston est une équipe, d'abord, je répète, qui tient debout, et elle est très largement sans Tatum, même si bien sûr elle est moins forte. Boston était revenu de 0-3 à 3-3 avant de perdre chez lui. En perdant Tatum d'ailleurs en début du match. Voilà, enfin une petite entorse. Miami avait donc mené 3-0, on avait perdu 3 et était gagné à l'extérieur pour pas devenir pour empêcher que ça devienne la première équipe qui revienne de 0-3. Mais c'est à l'inverse, Boston est la seule équipe qui est revenue de 0-3 et qui a perdu chez elle le match 7. Parce que les autres, ils avaient perdu à l'extérieur, ce qu'ils avaient déjà fait. Voilà, on verra, mais pour les Knicks, bien sûr, faut pas grossir le trait. Je vois, tout le monde sait que j'ai une affection pour les Knicks depuis très très longtemps, que je suis un Knicks fan, quelque part, quand je commande pas, je suis un Knicks fan. J'adore Boston. Tout le monde, ils vont être en finale NBA ici dans l'immeuble chez nous à Bein. Ils vont être en finale. Mais calmez-vous, quoi. Ils sont en demi-finale de conférence. S'ils vont en finale, ils tomberont contre leur némésis quelque part depuis une dizaine d'années, sans parler des perfs Reggie Miller. J'étais dans la salle pour les 25 points en 94 au match 3 ou 4. J'étais dans la salle, les 25 points dans le dernier quart-temps. Quand le fameux interaction avec Spike Lee, je suis là, je suis au 3e rang derrière. Incroyable, sérieux ? Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Extraordinaire. Un moment extraordinaire, j'ai vu des gens pleurer dans les tribunes. Tu m'étonnes. Mais ce qu'il a fait à ce moment-là, Reggie, et on n'a pas parlé qu'un an ou deux après, je crois, il met 9 points en 13 secondes, là, quand il pique le ballon. C'est celui-là où après il se tient la gorge, tu sais, avec les deux mains, genre je vous étouffe. Et au premier, il avait fait l'égorgement. Ouais. Comme ça. Voilà, c'est du Reggie, c'était un gars dur. Il n'y a plus vraiment ça aujourd'hui. Non. Tu fais ça, tu prends une grosse amende, je pense. Tu prends 40 000. Ouais, à peu près entre 30 et 50. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Est-ce que tu as déjà vu un match au Garden de hockey ? Parce que les New York Rangers, qui c'est jouent au l'ambiance Garden, la plus folle. J'ai fait une fois, c'est un délire. Perso, moi j'ai fait une fois le hockey sur une finale de conférence entre Denver et Dallas, les Avalanches contre les Stars. C'est rock'n'roll. Le hockey, c'est spécial. Faut aimer la country. Oui. Non, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que dans la salle, en bas, si tu vas au Garden sur un match de NBA, beaucoup de gens ont un maillot des Knicks. Mais tous.
Alors, sur le hockey, ils ont toute la salle a un maillot de hockey des Rangers. Et je vous laisse aller regarder combien coûte un maillot de hockey. C'est beaucoup plus cher qu'un maillot NBA. Après, tu peux l'amortir plus facilement parce que en hiver, quand tu sors du Garden avec un maillot des Knicks, tu te gèles sur place. Ouais, bon, on le voit pas, tu t'as la doudoune par-dessus. Avec un maillot de hockey, c'est mieux. Mais même dans la salle, il caille. Ouais, il fait un peu froid. Parce que surtout, il faut pas oublier qu'il y a la patinoire en dessous. Hein. Exactement. Donc, moi, quand j'ai vu, et d'ailleurs ma première vraie expérience, décidément, je vous raconte tout, c'était d'aller passer 5 jours complets d'entraînement à New York quand c'était Pat Riley qui était coach. Et pour les entraînements, le premier jour, je me suis fait surprendre. Après, je suis venu avec ma petite laine, hein, parce que quand il y a personne dans une salle de 20 000 avec une patinoire sous le parquet, tu te gèles. Je voulais terminer par quelque chose qui a pas mal agité l'actualité, c'est notamment la loterie. On a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, et notamment de ce pick 2 des Spurs qui donne beaucoup d'idées à plein de gens, peut-être un peu aussi au front office de San Antonio et RC Buford. Est-ce que pour toi, San Antonio doit viser Giannis Antetokounmpo cet été? Pourquoi pas avec ce pick 2 ou avec d'autres joueurs? Est-ce qu'il faut y aller pour les Spurs? Voilà, c'est la question que je te pose. Qui est un 2, hein, je me trompe pas, c'est le petit Harper. Dylan Harper, ouais, qui est un 2, c'est un grand, il fait 2 mètres, donc oui, il jouera 2 sûrement NBA. Mais qui aime bien porter le ballon. Oui, en arrière, on va dire. Est-ce qu'ils ont besoin sur ce poste? Ils viennent de signer De'Aaron Fox, ils ont Stephen Castle en développement. S'ils ont une opportunité que Dylan Harper plaise aux Bucks, qui donne des tours de draft, de faire venir Giannis Antetokounmpo. Tu peux donner Jérémy Sohan aussi dans le. Mais ils en ont. T'as pas mal de choses, hein. Castle, Sohan, des pics. Champagny, Bassi. Oui. Mais il y a plein de gens qui peuvent intéresser les Bucks. Mais après, les Bucks, il faut qu'ils aient envie de reconstruire avec ces joueurs-là aussi. Donc, faut que ça leur plaise. De toute façon, les Bucks, ils seront prêts à tout à partir du moment où Giannis leur dira qu'il demande un trade. Ils ont dû échafauder déjà des trades, des possibilités, des objectifs de reconstruction, soit immédiats avec des joueurs, soit avec des pics sur 2-3 ans, c'est-à-dire des tours de draft de premier tour. On sait que les Warriors guettent un peu, on sait que les Knicks jettent un œil, que Houston jette un œil, que Miami jette un œil, et bien sûr que les Spurs. Toi, ça te plairait? Parce que moi, j'ai une autre question. Est-ce que, tu vois, dans les 10-15 prochaines années de la carrière, si tout se passe bien, de Victor Wembanyama, combien de fois tu vas avoir l'occasion d'associer Wemby à un joueur aussi fort que Giannis? Ça va pas se reproduire non plus tous les ans, tu vois, une telle opportunité pour San Antonio. Moi, je le vois un peu comme ça. Je sais que les timelines sont un peu différentes, que Giannis, il a passé la trentaine, que Victor est très jeune. Ça reste encore jeune. Surtout. Mais bon, c'est aussi un joueur qui base beaucoup son jeu sur le physique. Tu me diras, on disait pareil de LeBron. C'est un animal, hein. Il est quand même... Je pense pas que le problème soit physique ou d'âge. C'est vrai que c'est une opportunité pour Victor... De jouer avec un joueur quand même double MVP, champion NBA, MVP des Finals. Défenseur de l'année. Un mec qui, oui, ça devient anecdotique tellement son palmarès est lourd, qui te met 51 points le jour où tu deviens champion, ou 50 ou 51 d'ailleurs, je sais plus. Je crois que c'est 51. Bon, oui, ça se joue. Ils sont à l'ouest. Il me semble que c'est plus judicieux pour Milwaukee de l'envoyer à l'ouest. On avait parlé des Nets aussi, mais les Knicks sont des joueurs. C'est encore vrai, ça? On avait au début. Ouais, mais alors c'est vrai, c'est ce truc de dire si la franchise est à l'est, on veut l'envoyer dans l'autre conférence, et puis enfin. Je trouve qu'il y a parce que tu vois, Milwaukee va reconstruire pour les 5 prochaines années minimum. Donc, regarde Brad Stevens, c'est quoi? Horst, le GM de Milwaukee. Oui. Qui avait eu la bonne idée d'envoyer Drew Holiday à Portland, et il lui est revenu à Boston. Voilà, des fois ça t'arrange pas. Depuis, ils n'ont pas passé un tour de play-off. Exactement. Ouais. Donc voilà, il y a la valse des GM aussi. Et puis, il y a Cooper Flagg. Comme numéro 1. Ça fait directement de Dallas s'il récupère Kyrie. Quand Anthony Davis n'est pas trop blessé, ils vont avoir une vraie équipe au moins pour 1 an. Ouais, mais il faudra voir comment revient Kyrie Irving. Parce que finalement, pour revenir à San Antonio, avec le groupe actuel,
est-ce que tu peux ne serait-ce que prétendre à jouer les playoffs la saison prochaine à l'Ouest? Être dans le top 6, donc, à l'Ouest. Être dans le top 6. Ou alors ou passer le play-in, en tout cas. Quand tu as une équipe jeune, par définition, tu ne peux pas vraiment avoir des objectifs définis. Regarde, en un an, Houston est passé de la 11e à la 2e place. C'est parfois étonnant, les progressions de joueurs. Victor est un joueur au plafond sans limite. D'Aaron Fox est un top joueur. Autour, il y a des gars qui ont des bonnes mains. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Vassell. Keldon Johnson est aussi une bonne matière dans le cadre d'un trade, mais c'est un excellent joueur. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, si tu mets Giannis, tu peux en enlever 3, oui 2. Ça dépend de ce que Milwaukee voudra. Des joueurs pour tout de suite ou sur un plan de reconstruction de 3-4 ans en rejoignant pour la draft de l'année prochaine le fait d'être 15, 14 ou 13. Quoi. Et le problème, c'est que Milwaukee n'a pas ses pics de draft sur les prochaines années. Ils les ont déjà perdus. Ouais, ils sont à Atlanta et j'ai plus l'autre équipe, mais ils sont pas eux. Donc ils peuvent pas tanker tout de suite parce que c'est pas vraiment c'est pas leur pic. Donc c'est récupérer les leurs. Il faut qu'ils prennent des demi-jeunes. Ouais, mais il faut pas être trop mauvais non plus parce que ça sert à rien. Non. Et puis oui, on peut en parler de Dallas, là, qui j'espère qu'il a joué au loto, Nico Harrison, ce jour-là, parce que c'était son jour. Hein. C'est fait 2 années de suite qu'une équipe qui est en play-off ou en play-in récupère le numéro 1 de la draft. Moi, je trouve ça un peu problématique. Parce que le principe même de la draft, et qui fait partie des principes fondamentaux de la NBA, une ligue fermée, c'est que les plus mauvais, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils tankent ou non, récupèrent les futurs meilleurs joueurs pour remonter au classement et que ça soit un cycle. Tu fais partie d'une génération qui parle beaucoup de tanking. Moi, j'aime pas le tanking. Non, mais oui, il existe le tanking. Pas tant que ça, c'est juste qu'ils sont mauvais. Il y a des équipes qui font un peu exprès de l'être aussi. Qui ? Cette saison, Utah a fait en sorte... la saison dernière, ils ont été un peu trop bons. Cette saison, ils ont fait en sorte de l'être trop moins. L'année dernière, oui, ils avaient arrêté au All-Star Game. Alors, il y a une équipe qui a tanké un peu pour rien, Brooklyn. Brooklyn a pas fait... Ils ont joué à bloc. Simplement, ils ont joué à bloc. Fernandez, Jordi, il a maintenu ça. Ils ont joué à bloc. Simplement, les mecs n'étaient pas de niveau. Et il y a des équipes qui font exprès de pas trop se renforcer non plus pour rester encore mauvaises. Je pense qu'il n'y a pas à faire beaucoup d'efforts pour ces équipes-là pour être mauvais. En tout cas, que les autres soient plus forts. Je veux pas... Tu trouves pas ça gênant que ni les Wizards, ni les Hornets, ni le Jazz ne récupèrent, qui étaient les trois équipes avec 14% de chance de récupérer? Il faut leur donner quoi, 20% à chacun. Et à ce moment-là, ils vont tanker à partir du mois de novembre, certains. Donc, faut pas le faire. Et c'est pour ça que perdre n'est jamais une solution. Et que oui, on le sait, le meilleur pourcentage pour avoir le numéro 1 de la draft représente ce qu'on fait quand on joue à la roulette russe. C'est-à-dire que c'est un peu plus d'une chance sur 6. Ouais, c'est 14% de chance quand t'es pour les pierres c'est 16%. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais j'ai jamais joué à la roulette russe, c'est pour ça que c'est 1 sur 6. Oui, enfin bon. Faut pas... Ouais, ne jouez pas à ça. Il y a peu de gens qui sont là pour témoigner. Tu joues pas très longtemps en général, là, c'est sympa. Non, là, si tu perds une fois, t'as perdu. Bon, je crois qu'on a tout dit. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être un peu sur Dallas et Cooper Flag. C'est vrai que Dallas, la saison prochaine, malgré le trade de Doncic et tout ce qu'on a pu dire là-dessus et sur les capacités de Nico Harrison à gérer une franchise. Alors, j'ai lu pas mal de choses et il commence à apparaître que c'est sa faute parce qu'il a rien dit, il a le droit de pas exécuter, mais ça venait peut-être un petit peu d'en haut. Alors une histoire d'argent par rapport à la Supermax extension qui était promise à Luka, ouais, problème perso, pourquoi pas. Problème d'hygiène, je me suis déjà exprimé là-dessus. Ce qu'ils ont fait pour réconforter et remettre en route un joueur comme Kyrie Irving, c'était plus mental sans doute, plus humain. On peut le faire physiquement avec Luka. En tout cas, c'est ce que vont s'appliquer à faire les Lakers, parce que oui, le fait que Luka soit arrivé cramé l'année dernière, qu'il y ait eu un scandale, parce qu'un des journalistes d'ESPN, Brian Windhorst, pour pas le nommer, qui est un excellent journaliste, l'avait désossé, quoi.
Il avait désossé Luka. Payez-vous le bilan. C'était un brûlot. Il l'a défoncé. Mais Luka avait explosé physiquement. Si alors il arrive à garder son génie et se découiner un peu, être toujours le même techniquement, mais être un peu plus vite, il aurait moins de mal à défendre, il aurait plein de trucs. Voilà, parce que Dallas va être un candidat, mais les Lakers ont l'ambition d'être un candidat. Dans les trades, on parle aussi d'Austin Reeves qui touche, je crois, 11,7 millions ou quelque chose comme ça, qui est un des moins payés. Il y a Malik Beasley qui va faire envie à plein d'équipes. Il est free agent aussi. Notre Gershon, on va en parler aussi, qui risque de re-signer à Philadelphie. En tout cas, là-bas, ils le connaissent et c'est peut-être là où il aura les meilleures minutes. On fera un épisode spécial Free Agency parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu sais, ça a beaucoup bougé cet été. Alors même si la draft est intéressante, surtout pour nos petits Français, cette année, je pense qu'on aura 2 joueurs sur premier tour. Essengue et bien sûr Nolan Traoré, que je vois entre 12 et 20, 15-20. Le petit Essengue qui joue à Ulm va être dans le premier tour. Noah Pinda, je suis pas sûr qu'il soit premier tour, mais tout haut du deuxième tour. Quant à Maxime Reynaud, il est en train de faire impression au workout qu'il y a à Chicago, là, le Combine. Intérieur de Stanford. Voilà, saison, qui a fini son cursus universitaire, dont la cote est pas au niveau, son classement actuel est pour moi inférieur à son potentiel. Mais comme il a 23 ans... Voilà, il est un peu plus âgé. Ouah, tu m'étonnes, sur les big men, c'est quoi, 2 ans de plus? Enfin, ils sont parfois... Et là, il impressionne et il pourrait gratter un premier tour, à mon avis. Il pourrait, pas loin. Fin de premier tour, c'est possible. Fin de premier tour. Donc, on a 2 deuxièmes tours garantis, 2 premiers tours, à mon avis, garantis. C'est déjà pas mal. On se rend même plus compte du bonheur que c'est d'avoir des successions... De draft premier tour comme ça avec des petits Français. Merci coach. Merci à toi. On se revoit lundi, il me semble. Lundi, on en saura un peu plus. On saura s'il y a un match 7 à Boston. On saura si Minnesota joue Denver ou s'il joue OKC. Ça leur change la logistique parce que Minnesota, non, les 2 fois, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Non, aucun des deux. De toute façon, ils ne l'auront pas jusqu'au bout. Ils ont eu l'avantage une fois, c'est au premier tour. Il n'y a pas un 6e à l'est qui traîne, donc, puisque Indiana avait fait 4. Donc voilà, Minnesota, ils savent qu'ils vont toujours commencer à l'extérieur. Oui, ça leur va bien. On se souvient que l'année dernière, ils avaient gagné un match 7 à Denver, en demi-finale de conférence, alors qu'ils se faisaient laminer au début de match. Et Denver, quand même, en 2 séries, ça fait 14. Hein. Oui, et c'est pour ça que je pense que pour avoir une série intéressante au prochain tour, il faudra quand même mieux que ce soit le Thunder, parce qu'ils vont arriver sur les jambes. Pour finir sur une note à la fois que je crois être juste et souriante, le Joker, il fait toujours 2,15 m. Et même quand il va un peu moins vite, ça fait pas une grosse différence avec l'habitude. Et sa science du basket, son génie, son placement, s'il met un peu dedans externe, il redevient joueur. Jamal Murray, il fait des trucs en ce moment. La santé de Gordon, à mon avis, est un élément important de ce match 7. Mais comme tu l'as très bien dit en ouverture, OKC est quand même décevant et on attend le moment où ils vont se mettre à dérouler leur côté machine. C'est monter à 59 points d'avance contre Memphis. Ça sert à rien si t'es pas capable quand t'es à 8 points d'avance en mettant un impact, faire un écart. Ils se sont fait secouer quand même à la Ball Arena, là, hier encore. Hein. Ils se sont fait secouer. Ils perdent au rebond, ils perdent dans beaucoup de domaines. Hein. Oui, et pourtant, ils ont beaucoup de points sur jeu rapide, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et là, ça les a bien aidés. Oui, mais c'est leur jeu. Mais hier, en plus, ils l'ont eu et ça leur a pas du tout suffi pour s'imposer. Tu penses que Denver, David Adelman et ses joueurs, là, ils vont aller sur de la courette à OKC, ça va être du jeu placé. Il faut vraiment faire attention aux les fautes. Attention, chez la 4e faute en première mi-temps, elle change le mental. Mais surtout, il ne doit pas la faire, cette faute. Enfin, mais il ne doit pas la faire, il ne doit pas être sur le terrain. Non, mais il se jette sur Jokic après la perte de balle, il ne doit pas faire ça. Il doit garder à l'esprit. Ouais, il ne doit pas la faire, cette faute. Il ne doit pas être sur le terrain. Et même, moi, j'ai des jeunes coachs, j'ai fait « Ah ouais, mais je le laisse juste en attaque ».
Parce que t'as jamais vu un mec faire une faute d'attaque, soit sur une pause d'écran, soit sur un passage en force, soit sur un bras qui enroule. Les cas de figure sont multiples. On ne prend zéro risque. Oui, mais juste le problème pour Marc Daigneault, c'est que quand il sort chez Gilgeous-Alexander, je pense que lui estime que son équipe n'a pas de quoi créer assez de points en attaque, à créer assez d'opportunités. Son boulot, c'est justement de s'occuper de ça. Et son boulot, c'est de faire que son joueur attaque pas la deuxième mi-temps à 4 fautes. Moi, j'ai été très surpris qu'il démarre le troisième quart-temps. Je pensais qu'il allait Tu vois, il y avait 3 points d'avance pour le Thunder au début du troisième. Enfin, là, il y a le panier de Dort au buzzer du deuxième. Et j'ai été un peu surpris qu'il soit sur le terrain d'entrée du troisième quart-temps. Je trouvais ça un peu tôt. Il y a Caruso, il y a les petits, là, ils peuvent un peu monter la balle. Et puis quand tu enlèves un joueur, les arbitres l'oublient un peu. Là, il était dans l'œil du cyclone, il prend des fautes. Alors, il y a sans doute faute sur lui pour qu'il réagisse comme ça. Il est sans doute accroché, et lui, il accroche tout de suite. Mais bon, il n'a pas à être sur le terrain. Alors, une prise de risque, c'est le match 7, tu prends en deuxième mi-temps, un mec monte vite à 4 fautes, tu le laisses, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets pour que les arbitres l'oublient, pour que les adversaires ne le ciblent pas. Voilà, mais ça, c'est une grosse faute de coaching hier, quand même, ça. Une très grosse. On a parlé de J.J. Redick qui avait laissé un 5 s'étouffer et couper son équipe en deux. Ça a servi à rien. Hier, ça a servi surtout à Denver. Ah, de toute façon, ce genre de pari, quand ça marche pas, tu passes pour l'idiot du village un peu, parce que l'idiot ça du te village, retombe peut-être dessus. pas, Quoi. tout le monde fait des erreurs. Ouais. Moi, je suis très surpris avec l'armée mexicaine qui est à côté de lui sur le banc. Ah, mais c'est un choix, c'est un tu choix penses que assumé. c'est un choix ou un oubli? Ils ont pas oublié qu'il avait 4 fautes quand même à la fin du deuxième Parfois, quart-temps. si le mec est debout... Mais non, parce que t'as la mi-temps juste après, donc il attaque. Toi, tu parles plutôt entre la troisième et la quatrième. Ah bah oui. Ouais, mais ça arrive très vite, hein, d'ailleurs. Mais c'est pour ça. Mais je pense qu'il se dit, on tente le truc pendant quelques minutes. Zéro risque. Troisième, 6 hits. Ouais, bien sûr. Mais même lui a dû être surpris de rester sur le terrain quand même. Et ce qui prouve que OKC est un peu dans le doute, c'est que tu as dit que Shea ne doit pas faire cette faute, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le basket, hein, c'est pas de la console. Hein. Non, ce serait... Ouais. C'est plus pratique. C'est moins fatigant, surtout. Bon, on se retrouve lundi, du coup, pour débriefer ce match 7. Ouais. Un prono pour terminer, Denver ou OKC qui passe pour toi? Je le commande demain soir, donc je te donnerai pas de prono, mais j'ai vu qu'il y avait 74,6 des 150... il y a 153 victoires à domicile et 40 à l'extérieur. Ça fait 3 chances sur 4. Si OKC se fait poutrer par Denver, on aura quand même... Et imaginons que les Knicks sortent... Boston, on aura les 2 numéros 1 et 2 de l'Est et de l'Ouest dehors. Allez, tu reçois un appel, donc c'est l'heure de se quitter. Ciao, ciao. Bonne journée à toutes et à tous, et à lundi pour un nouveau podcast. Ciao.